Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue pour ce deuxième épisode de la saison 2 de French Big Ballers. Ce soir je suis pour changer avec Nas et Adrien. Comment est-ce que vous allez les gars? Écoute, moi ça va très très bien. Je prends un petit peu de temps sur mon temps de loisir Red Dead Redemption pour venir enregistrer ce podcast ce soir. Mais tout va bien pour moi. Pas trop impatient de voir Carmelo débarquer à Los Angeles? Écoute, on en parlera un peu plus tard, mais c'est un sujet un peu délicat pour moi. Adrien, comment tu vas? Bah écoute, moi ça va, pareil, bonne semaine, bonne dynamique et bientôt en déplacement à Paris à partir de demain matin. Est-ce qu'on commence par parler justement des nouveautés, des actualités de la franchise? Vu qu'on a vu débarquer depuis 3 matchs un nouveau pivot, messieurs. Qui c'est qui veut en parler? Rapidement, Tyson Chandler du coup qui s'est fait plutôt couper par les Suns et que du coup on récupère sur un contrat vraiment vétéran, non c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, sur un contrat vétéran et qui est finalement on était un peu, je pense, un peu tous sceptiques, mais bon, on s'était dit de toute façon ça aurait pas vraiment pu être pire que ce qu'on avait déjà. C'est-à-dire aucune véritable assise en remplacement de Maggie et voilà. Moi, il y a un truc dans cette affaire. Tyson Chandler, c'est une rumeur qui est sortie sur les sites US, et que c'était vraiment un coup de LeBron James et une fleur en fait qu'aurait fait le GM intérimaire des Suns à LeBron, qui a dit tu le coupes tout de suite. On en a besoin tout de suite aux Lakers, alors tu le fais. Moi, je trouve ça étonnant si c'est avéré. Maintenant que LeBron James autorise ce type de faveur dans la ligue, parce que c'est vrai, rien n'aurait empêché les Suns de le garder pour qu'il fasse un petit peu de mentoring de Ayton jusqu'en février et gratter, soit de faire un buyout à ce moment-là en février, soit de gratter un petit truc par trade grâce à son contrat expirant. Donc bon coup pour nous. Ouais, même si au début, quand je vois la signature, je dis ok, c'est bien, c'est un pivot vétéran. On a besoin peut-être un peu d'expérience dans le roster, mais c'est encore un pivot qui a le même profil que Maggie et Zubac. On n'a toujours pas recruté ce 5 qui est capable d'être un peu efficace en défense au périmètre, plus mobile. On n'a toujours pas ça, même si au final, pour l'instant, il s'avère que c'est une très 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 bonne surprise. Ouais, c'est vrai. Donc c'était moi qui avais tweeté sur la signature de Chandler, notamment en rappelant qu'on n'était plus en 2011 et que la période où le mec contre Atuva et diriger toute sa défense, c'était un peu révolu. Toutes les stats de ces dernières saisons, c'était pas fameux au niveau de protection de cercle, je parle. Et finalement, sur ces 3 matchs, il semble avoir remis cette sortie les doigts, comme on dit, et remis un peu d'ordre dans sa défense. Donc c'est tout bonus pour nous. Pareil, au niveau des rumeurs, il y a un coach sous l'anonymat qui a dit que finalement, même s'il est âgé, il faut pas prendre ces années aux Suns comme des années qui l'auront beaucoup fatigué. Ouais, c'est ça, fatigué, usé physiquement. Parce que peut-être qu'il n'a pas branlé grand-chose aux Suns, mais c'est pas du tout ce Tyson Chandler-là qu'on voit pour l'instant. Hyper motivé, il fait des hustle plays de fou. Donc soit il est vraiment content de revenir dans sa ville, dans sa région, soit il a fait un petit coup de travail aux Suns, mais bon, ça ne me déplaît pas qu'il ait fait ça aux Suns. Non, ouais, et puis de ce qu'avait l'air de dire celui qui gère le compte des Suns français, il avait l'air de dire qu'en fait c'était simplement une lassitude en fait visiblement des deux côtés. Lui semblait lassé en fait de la franchise. On peut pas trop lui en vouloir, hein, c'est entre nous. Et ça semblait être pareil de l'autre côté. Donc, tout bénef pour nous. Hein. J'en place une petite, n'hésitez pas à aller suivre @sunsfr sur Twitter. Ouais, meilleur compte français. Voilà, c'est ça. Peut-être un meilleur compte français qui parle de NBA. Est-ce qu'on s'arrête là au niveau des recrutements ou est-ce qu'on va chercher Carmelo Anthony les sujets qui fâchent tout de suite. Melo, déjà j'aimerais embrayer ce sujet. Bon, on va pas y passer non plus 4 heures parce que la conclusion elle est déjà toute faite, c'est non. Mais si on pouvait mettre un peu en relief un peu tout ça. Donc sachez que Melo n'a pas joué cette nuit pour Houston. Et Harden et Chris Paul, qui étaient tous les deux en énorme délicatesse avec leur shoot, en particulier Chris Paul, ont signé des stats de malade. Harden qui sort 40 points avec des pourcentages de bâtard. Chris Paul, pareil, qui finit à un 5 sur 7, je crois, à 3 points, ou dans ces eaux-là, en termes de pourcentage. Bref, je sais pas si c'est une coïncidence, mais il suffit que Melo soit pas là pour que les deux se mettent à tirer correctement. Je sais pas. D'un autre côté, Chris Paul, je sais pas si lui aussi est de mauvaise foi ou pas, mais il avait l'air de dire en interview que
selon lui, c'était entre guillemets un peu bizarre ce qui arrivait à Melo, etc. On saura jamais vraiment le fin mot de l'histoire. Tout ce que je sais, tout ce que je veux, c'est que je veux pas qu'il approche Los Angeles. À la rigueur, s'il va aller aux Clippers, tant mieux pour lui, mais qu'il n'approche pas le Staples Center, s'il vous plaît. Ouais, surtout que, comme je le disais tout à l'heure dans une conversation entre nous, on en chie déjà à utiliser Mike Beasley qui était, ça va faire super mal ce que je vais dire, mais l'année dernière, Mike Beasley était beaucoup plus efficace offensivement que Melo. Absolument. Et en défense, c'était catastrophique. Donc, et quand tu vois qu'on n'arrive toujours pas à l'utiliser sur le faible temps de jeu qu'on lui a filé, moi je vois pas l'intérêt d'aller chercher Melo juste pour signer Melo, quoi. Il a un temps de jeu, Beasley? Non. Non, voilà, tu vois. Combien 3 minutes, non, en tout? Je sais pas combien il est même pas dans la rotation. Donc ça... Non, mais il y a la queue, c'est sûr qu'il y a la queue chez nous en plus. Mais le problème, c'est que tu signes un Carmelo Anthony, il va pas vouloir que tu lui fasses jouer les miettes qu'on n'a même pas donné finalement à Beasley. Mais voilà, Melo, c'est un joueur, il va demander des minutes, il va demander des tickets de shoot. On en a déjà, je pense pas assez à donner à certains joueurs qui devraient en tirer plus. Donc si c'est pour les donner à Melo, quand tu vois ce qu'il a fait sur le bon pied à OKC, ce qu'il a fait à Houston, mais c'est vrai que sur Houston pas vraiment trop de critiques parce qu'ils étaient tous nuls, mais bon, même à New York sur la fin c'était pas terrible non plus. Moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, Carmelo Anthony. D'ailleurs je pense que Clément tu m'as parlé de lui en premier parce que c'est un joueur que je kiffe. C'est probablement l'un des joueurs que j'aime le plus dans l'histoire de la NBA d'ailleurs, avec Iverson, Kobe, etc. J'ai grandi avec ce mec, mais là à l'heure d'aujourd'hui, avec son niveau, j'ai pas envie de le voir dans la tunique pour Préor, c'est pas possible. Violateur, pardon. On remarque un duo Lance Stephenson, Carmelo Anthony en sortie de banc, ça doit être propre à voir, je pense. Ouais. Ah, putain. Beaucoup de spacing, et pas beaucoup d'isolation. Alors j'avoue que j'ai pas regardé ce que ça donnait dans le contenu Melo aux Rockets. Donc je sais pas si Mike D'Antoni a réussi sur son deuxième essai avec Melo d'un peu de le transformer et d'en faire un profil plus off-ball et surtout dans le catch and shoot. Donc j'ai pas vu ça. Je parle sous contrôle de ceux qui regardent les matchs des Rockets. Mais si Mike D'Antoni n'a pas réussi à faire ça avec Melo, alors imaginez Luke Walton. Non mais c'est sûr. Tu vois, non mais t'as le coach le plus dogmatique sur le rôle à fixer à certains joueurs, et si lui il n'arrive pas à transformer ce Melo-là dans cette situation contractuelle-là avec ce statut-là, qu'est-ce qu'il va faire Walton avec lui? Et donc tu viens de on va dire dresser une sorte de vision d'horreur ultime de notre jeu avec une staticité ultime avec Stevenson, Rondo et Melo dans le même dans la même rotation. Non, c'est pas possible. On peut pas faire ça. Non mais en plus on peut pas faire ça et puis je souligne aussi un point que tu as soulevé, c'est il prend les minutes de qui? Non, mais il y a la queue, clairement. Sur le 4, sur le 3-4, il y a vraiment, on est vraiment bouché. C'est ça, on est blindé. On a 0 minute à lui donner. Donc, ça n'a aucun sens de signer Carmelo Anthony aujourd'hui. Non, mais ouais, puis juste, par rapport, justement, tu parlais de Mike D'Antoni qui devait lui donner un poste en particulier, un rôle à Houston. Ils le voulaient clairement, ils l'ont dit, ils l'avaient dit à l'époque, parce que je suis un peu l'actualité des Rockets, et en particulier même celle de Melo, parce que c'est un joueur que j'aime bien, et ils le voulaient en tant que joueur un peu catch and shoot, et surtout quelqu'un qui va prendre des tirs à l'extérieur, à 3 points notamment. Donc ça se voit sur ses stats, sur ses stats, là sur Houston, on voit par exemple qu'il tourne à 30 minutes de jeu par match, et qui tourne à seulement 0,8 ballons perdus par match, ce qui est quand même inhabituel du Carmelo Anthony qu'on connaît, qui est celui qui touche beaucoup la balle et qui du coup par conséquent en perd beaucoup. C'est quand même un joueur qui ça lui est arrivé sur des saisons de tourner à 3-4 pertes de balles par saison, et là il n'en est même pas à une sur 30 minutes, et on voit qu'il tire beaucoup à 3 points du coup, ce qui lui était demandé, 6,4 3 points par match pour une efficacité à 32,8%. Écoutez, et puis bon, sans compter le fait que ça s'est écroulé de son côté niveau efficacité au lancer franc, 68%. Enfin bref, tout ça pour dire que Mike D'Antoni le voulait pour faire quelque chose et il n'a pas réussi cette dite chose. Du coup, comme tu disais, si Mike D'Antoni n'a pas réussi à faire fonctionner Carmelo Anthony, je vois pas ce que Walton pourrait en faire, quoi, tout simplement. Le but, c'est pas de recruter les amis de LeBron James pour recruter les amis de LeBron James, quoi. Il faut qu'ils nous servent quand même à quelque chose. On devra donc se débrouiller sans Melo sur les semaines à venir. Non, putain, quel dommage. Merde. Est-ce que on revient sur ces semaines passées, justement, ces 2 dernières semaines, vu que ça a pas mal bougé au niveau de la franchise? On est parti?
Allez. Alors, Donc 2 victoires, 5 défaites, et pour seule grosse réussite d'avoir attiré les rires et moqueries des observateurs NBA. C'était le constat qu'on pouvait faire au soir du dernier podcast. Depuis, les Lakers ont enchaîné 6 matchs, plus abordables certes, avec un calendrier, comme on l'avait dit, qui était compliqué en début de saison, et avec un excellent bilan de 5-1 sur ces confrontations. Pourtant, tout n'est pas parfait. On a un starting five qui est loin de donner entière satisfaction. J'avais pu en débattre avec certains sur Twitter. Et un banc, que ça désigne que ce soit les joueurs, soit ceux qui tentent de le diriger, qui retombent épisodiquement dans ses travers et les limites. On a encore pu voir Lance Stephenson tenter des mid-range contestés. C'était Une vraie part de plaisir. ouais, c'est Bon, Yule. on est à 7-6, messieurs. 7-6. 7-6. Eh oui. Qui l'eût Et on cru? est playoffable. On est actuellement 8e et en playoff. Devant Enfin. Enfin. Si, comme le disait un célèbre premier ministre britannique au goût prononcé pour le whisky, le cigare et à l'implantation capillaire similaire à celle du King, il n'y a qu'une réponse à la défaite et c'est la victoire. Est-ce qu'on peut se féliciter de ce que l'on voit depuis 2 semaines, messieurs? Du coup, je commence, c'est bien si j'ai bien compris. Vas-y, oui. Alors, est-ce qu'on peut se féliciter? Oui, parce que bon, 5-1, on va quand même pas cracher dans la soupe. Maintenant, est-ce qu'on peut se féliciter sur le contenu pur et dur? C'est moins sûr. On a quand même, entre guillemets, vu une équipe des Lakers qui a gagné des matchs dans lesquels elle a galéré, ce qui a pas forcément toujours été le cas en début de saison, même la saison dernière d'ailleurs. C'était l'un de nos gros défauts, en gros ce problème à la finition entre guillemets des matchs. Là, on a joué des matchs qui étaient pratiquement tous serrés, sauf la gifle qu'on s'est mangé à Toronto et la gifle qu'on a infligée aux Kings, comme quoi. Mais globalement, voilà, on a gagné les matchs, on les a pris. Des fois, ça s'est joué sur un bloc, on l'a vu cette nuit. Ça aurait pu jouer aussi en notre défaveur sur plusieurs séries de lancers francs du père LeBron. On l'a vu aussi, mais enfin bon, on va en reparler. Enfin, toujours est-il que, ouais, on peut être content. Je sais pas ce que t'en penses, Adrien, mais pour moi, ça va. Ah oui, moi je retiens avant tout le bilan, c'est ça. En fait, comme maintenant on est playoffable et on prend quand même 5 victoires sur 6, dont 2 victoires à l'extérieur qui étaient fondamentales. Pour le symbole, tu vois, même on s'en fout du contenu pour l'instant. Sur le symbole, gagner à Portland et mettre fin à la série de défaites contre Portland, c'est Ouais, pas mal. c'est clair. Et de gifler les Kings chez eux. Alors C'est ça, toujours bon, hein. Absolument parfait, quoi. Après, je trouve que dans le contenu, moi, il y a beaucoup de paradoxes en fait dans cette équipe-là, et peut-être qu'on reparlera du starting five par rapport au banc. Mais déjà, le premier paradoxe, c'est que ce qu'on disait sur les premiers matchs, c'est que cette équipe défendait très 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 mal et attaquait plutôt bien. Et c'était clairement perfectible en attaque, mais au niveau d'efficacité, on faisait partie des meilleurs de la ligue. Et là, sur ces 6 derniers matchs, ça s'est totalement inversé. On est 21e à l'offensive rating, et par contre, on est 4e, je suis le premier surpris, 4e au defensive rating sur les... J'ai du mal à y croire, même. Ouais, moi aussi, sur les 6 matchs. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas quoi, je sais vraiment pas encore à quoi m'attendre de cette équipe-là. Parce que au niveau de la défense, on se prend parfois quand même des runs assez immondes. Ouais. Parce que tu vois, on parle de matchs serrés, ok, mais on se les rend très compliqués. Il y en a au moins 3. Ah, mais oui. Il y en a 3 qu'on se rend très 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 compliqués, genre les Mavericks. Jamais on doit avoir une fin serrée comme celle-là. Portland, tu massacres une avance de 20 points. Les Wolves aussi, à un moment donné, t'es à 8 points à quelques minutes de la fin, et à nouveau c'est ultra serré. Et on va même dire que les Hawks. Les Hawks avaient une avance de 14 ou 15 points, je crois, à la fin du troisième quart-temps. Les Hawks, à la fin du troisième, on aurait dû les tuer normalement. Et tu te fais remonter, et tu remarqueras que c'est pour ça que c'est très surprenant au niveau de la défense, c'est que à chaque fois c'est un acteur, un mec qui prend feu, un arrière adverse qui prend feu. Trae Young qui nous met carton. Tu as important, c'est McCollum aussi qui prend feu. Derrick Rose pour les Wolves. Ouais, c'est assez. Sacré Derrick Rose. Oui, c'est vrai qu'on a quand même donné le record. Ah non, pardon. Non, je dis n'importe quoi. On n'a pas donné le record en carrière à Derrick Rose. Sur les au niveau des 3 points, ouais. Au niveau des 3 points, ouais, c'est ça. Mais ouais. Ouais, pas terrible, je sais pas ce que t'en penses. Il fait 7 sur 8? Il fait 7 sur 8, hein? Ouais, il fait 7 sur 8, ouais. J'avais jamais vu, j'aurais même pas cru que c'était possible, quoi, de la part de Derrick Rose. Mais comme quoi. C'est ce que tu disais, Nas. Donc, là, finalement, contrairement au premier match qu'on a pu jouer, aux 7 premiers matchs qu'on a pu jouer, finalement, on arrive à remporter ces matchs. On serre le cul jusqu'au bout, on arrive à remporter ces matchs, mais comme disait Adrien, on se fait rejoindre, mais constamment. Tu ne peux pas passer une soirée tranquille en étant fan des Lakers. Non, il y a pas eu de match un peu fleuve tranquille où tu prends une avance assez confortable dans le deuxième quart-temps, tu la maintiens sur le troisième, et puis tu voilà, dans le crunch time, tu la blows pas, quoi, en fait, tout simplement. Nous, non, on connaît pas encore ce bonheur-là, qu'on est fan, par exemple, des Warriors, on est fan des Bucks,
ou les fans de sur le Toronto. quatrième quart-temps, donc j'ai les stats sous les yeux, c'est moins 9,4 de net rating dans le quatrième quart-temps. C'est abyssal. C'est catastrophique. Et tu remarqueras qu'il y a vraiment tout qui part en cacahuète, tu le vois dans le contenu. Comme je te dis, on est incapable de ralentir le mec qui prend feu en face, on ne sait pas le faire. Et également, après, en attaque, il y a plus rien, quoi, qui se met en place. Plus rien. Ça se fiche, c'est ça. Il y a plus aucun mouvement, plus aucun système qui est tenté. Et la seule fois où on entend encore un petit peu, c'est face aux Kings. Et comme par hasard, ça marche. Donc c'est une équipe, paradoxale. Mais j'ai aussi l'impression quand même qu'il y a beaucoup de crispation, en fait, qui s'installe dans l'équipe quand il commence à se faire remonter dans le quatrième quart-temps. Sur l'attaque, notamment, c'est vraiment dans ces moments-là que tu les vois dans le dur et que tu vois qu'en fait, il y a vraiment pas de solution. Et puis alors, à moins que t'aies Kuzma qui rentre 2-3 tirs un peu en mode hero ball, sur des tirs un peu contestés, donc quand il est servi par Rondo ou par Lonzo ou même par LeBron, tu vois qu'en fait niveau solution c'est vraiment pas ça, et on n'a pas cet instinct pour aller tuer le match. Et tu parlais du net rating en quatrième quart-temps, c'est quand même assez inadmissible quand t'as un mec comme LeBron James dans ton équipe, surtout qu'en plus le quatrième quart-temps il en joue quand même des bonnes parties généralement. Ouais, en parlant de LeBron James, je suis content que tu le soulèves. Alors je ne critiquerai pas LeBron James publiquement toute cette année, et ça ne va pas commencer ce soir, mais j'ai l'impression qu'il il joue encore au ralenti. Ouais. Et même, tu vois, même dans les fins, parfois de matchs serrés, pour moi, je le vois, il joue au ralenti ou avec le frein à main, dans le fait que, au lieu d'attaquer en permanence la peinture, surtout, tu vois ça face aux Hawks, tu vois ça face aux Kings, il préfère, tu vois, s'écarter, prendre son petit fade away, son step back 3 points, tu vois, un truc où il est pas trop, où il se fatigue pas trop. À mon avis, il est pas encore dedans, tu vois, dans le mode tueur de carton, alors que je crois que ses stats en la matière sont normalement très, 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 très honnêtes. Mais là, tu vois quand même qu'il fait ses lancers francs aussi, surtout. Mais ça, c'est quand même assez inadmissible, tu vois. À un certain niveau. T'as pas l'impression qu'il step up non plus, hein. Ah ouais, non. Bah, ça c'était prévu. Non, ça c'était prévu. Oui. C'était prévu. Mais enfin, ça commence à faire quand même beaucoup sur la liste, tu vois. Moi, LeBron James, pareil, énormément de respect. Très content sur notre franchise player, et le but c'est pas de faire un podcast pour le démonter, parce que je pense pas que ce soit le problème numéro 1 de l'équipe, loin de là. Mais quand tu reprends quand même ces stats au lancer franc, tout à l'heure on parlait un peu en privé, tu vois que sur le quatrième quart-temps, 74%, c'est pas terrible, mais ça reste honnête pour du LeBron James, mais tu vois que quand tu commences à te rapprocher de la fin du match, et là où les cartons commencent à compter le plus, tu vois que sur les 5 dernières minutes, il est plus qu'à 58% au lancer. Dans la dernière minute, à 44%, et sur les 30 dernières secondes, à 38%. Le problème dans cette situation, c'est que LeBron est notre go-to guy quand on a une possession de fin de match où on mène, ou on ne mène pas forcément d'ailleurs, à qui on va donner la balle sur la remise en jeu. C'est LeBron qui prend la balle tout le temps, quasiment tout le temps. Alors qu'on a des tireurs de lancer qui sont meilleurs que lui. Kuzma les tire mieux que lui, Josh Hart les tire mieux que lui, Ingram et Lonzo pas forcément, mais enfin on a quand même deux solutions, et on la donne quand même à LeBron, alors qu'on sait qu'il a un gros problème à ce niveau-là. Alors peut-être que c'est par respect ou sur des consignes de Walton qu'on la lui donne, mais enfin si c'est des consignes de Walton, les donner à un mec qui est en moyenne à 40% quand ça commence à serrer, je sais pas si c'est une bonne idée les gars, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me fait après moi j'ai toujours du mal à déterminer l'impact des lancers francs sur la destinée d'un match, et comment tu peux prévoir que ce mec là va s'effondrer ou non à la fin du Non mais ça fait beaucoup quand même, Adrien, il en a quand même un paquet là. Il y a une tendance qui se dessine sur les fins de match dans le Money Time, où il est vraiment très 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 mauvais au lancer franc. Mais après, est-ce que tu peux te permettre à l'heure actuelle de dire ok, on enlève la main de LeBron James dans les 2 dernières minutes? Ça me semble un peu compliqué. Non, c'est sûr. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, plutôt j'ai un point d'interrogation sur notre incapacité à finir au cercle. On a beaucoup de joueurs qui sont un peu dans le dur, et LeBron me semble un peu dans le dur aussi à ce niveau-là. Les meneurs, n'en parlons pas, que ce soit Rondo ou Lonzo, c'est très 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 compliqué. Ingram aussi, c'est pas exceptionnel. KCP non plus. Stevenson, parfois il fait un peu n'importe quoi. Donc du coup, ça te donne pas beaucoup de gars qui s'en sortent, à part Kuzma, Maggie, mais uniquement quand il a le dunk ouvert. Et donc tu vois, quand t'as un système de jeu statique, il y a plus rien qui se met en place, que t'as du hero ball, et que tes mecs qui font du hero ball qui sont censés être donc aller au cercle, ils sont pas hyper efficaces, ça fait des tirs casse-croûte, et
et un régal pour la défense adverse. Oui, puis ça fait aussi, pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie. Non, puis ça fait aussi beaucoup de frayeur. Moi, en fait, c'était pas vraiment pour accabler LeBron que je parlais des lancers, mais enfin, on parlait nous là de cette difficulté qu'on a à se faciliter la tâche. Donc, tu l'as dit, par exemple, on a des gros problèmes pour pénétrer, pour attaquer le panier, etc., et attaquer le cercle. Et bah, ce genre de problème-là, si on avait une espèce de killer entre guillemets au lancer franc, on aurait déjà un peu moins de soucis à se faire. Il y a eu des matchs où sincèrement, ils auraient pu nous glisser comme ça entre les doigts. Je veux dire, les Hawks, s'il n'y avait pas eu Kuzma au rebond offensif, on l'aurait probablement perdu le match parce qu'on était derrière pour le coup. On était derrière et il rate 1 ou 2 lancers. J'ai plus souvenir exactement. Donc voilà. Donc t'as pas de solution pour attaquer le cercle correctement en fin de match. Tu vas avoir des lancers à tirer parce que t'en as forcément quand les matchs sont serrés. Tu les mets pas. Ça fait beaucoup de facteurs et globalement ça rend la tâche vraiment ardue quoi. Du coup, messieurs, est-ce qu'on peut peut-être se focaliser un peu plus sur un seul joueur? Là, on a parlé de l'ensemble de ces joueurs, de la dynamique des équipes. Et non, cher auditeur, on va pas parler encore de Kyle Kuzma, ça on laisse ça sur Twitter. On en rediscutera un peu plus tard. Je lâche la lien. Mais on va parler de Lonzo. Ouais. Lonzo qui est revenu dans le 5 après la suspension de Rajon Rondo et qui a un bilan mitigé. Messieurs, qui c'est qui veut commencer à parler sur le cas de Lonzo? Adri, je te laisse la main. C'est dur. Moi, je suis encore une fois, plutôt très très indulgent avec lui, peut-être un peu trop, alors que c'est vrai qu'il y a des motifs légitimes d'inquiétude avec lui. Mais moi, je suis quand même satisfait de ce qu'il arrive à produire quand enfin les conditions sont réunies pour que son jeu puisse s'exprimer. Ce qui est finalement assez rare, et ce qui est assez rare dans le line-up du starting five actuel, et de jouer aux côtés de LeBron James. Donc j'ai envie de dissocier ses soucis en attaque et ses soucis en défense. Mais en attaque, pour commencer, je reprends cette réflexion qui était très bonne de Laker Film Room, qui disait que le problème de Lonzo à côté de LeBron James, c'est que c'est pas le fait qu'on lui enlève la balle des mains et qu'il joue comme un shooting guard à côté de LeBron, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que à côté de LeBron, au lieu d'être un deuxième créateur, il devient un 3&D. Et ce rôle-là, non seulement il est doublement impactant négativement pour lui, d'une part parce que ça l'oblige, ça l'expose sur le tir. C'est-à-dire que les soirs où il n'est pas en confiance avec son tir, tout le monde va dire il est nul, il a tout raté, et tu auras l'impression qu'il a fait un très très mauvais match. Et surtout, tu te prives de ses qualités d'accélérateur de jeu et de ses capacités exceptionnelles à créer des équilibres sur une passe ultra rapide. Le nombre de passes qu'il fait où juste en une touche il serre l'intérieur au dunk, c'est assez hallucinant de vitesse d'exécution et de vista et de beauté. Et ce genre d'action là, on s'en prive beaucoup, je trouve, quand il est à côté de LeBron James. Donc je reviens sur ce que je disais dans le premier pod au niveau de l'attaque. Finalement, celui qui a le plus de mal actuellement à s'habituer au jeu de LeBron James, c'est pas Ingram, maintenant c'est clairement Lonzo Ball. Et c'est, à mon avis, au coaching staff de trouver très rapidement des solutions pour qu'on retrouve le Lonzo. Je vais même pas dire le Lonzo qu'on voyait à UCLA, mais ne serait-ce que le Lonzo que l'on voyait l'année dernière quand c'était lui qui était en charge de l'animation offensive. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. C'est vrai que on l'a quand même vu paraître là. Tu vois qu'il est toujours capable. Il y a toujours cette vista. Il l'a pas perdu cet été, là, cette fameuse vision du jeu, cette intelligence de placement, etc. Et surtout la justeté en fait, la justesse et la propreté à la passe. On l'a vu, par exemple cette nuit contre les Hawks, il finit à 11 passes décisives, et sur les 11 passes décisives, il n'y en a pas beaucoup qui étaient des passes faciles. On a vu par exemple qu'il a un peu changé son jeu, j'ai l'impression, au niveau de la passe, ou peut-être que il lui a été entre guillemets intimé de jouer différemment. Je l'ai vu justement pour parler de LeBron James, échanger pas mal la balle avec LeBron et essayer de le chercher. En transition, on l'a vu la donner à LeBron. On l'a vu la donner à LeBron avant et après certains écrans, etc. C'est vrai que là cette nuit il a sorti vraiment une palette de passes
qui était absolument incroyable. Entre le lob pour Chandler, qui était vraiment parfait, la petite passe à la récupération, en dessous du panier pour Maggie pour le dunk, etc. Il y a eu quand même des bons éclats. Comme tu disais, le souci par rapport à tout ça, c'est que quand il est en délicatesse à la passe et qu'il en fait pas assez ou pas assez bien, le problème c'est que derrière il a pas ce shoot là en tout cas encore aujourd'hui qui lui permet entre guillemets de faire fermer des gueules, excusez-moi ma vulgarité, mais voilà, qui le permet entre guillemets de le réhabiliter par rapport à tout ça. Le souci c'est que là aujourd'hui quand tu le compares avec ceux auxquels les gens le comparent, c'est-à-dire par exemple De'Aaron Fox ouais, non mais on est bien d'accord, mais enfin bon, c'est de la comparaison, voilà, elle est là. Tu te rends compte quand même que De'Aaron Fox, il va mettre les tirs. C'est quand même un constat. En tout cas, à début de saison, il les met. L'année dernière, il les mettait pas, mais début de saison, là, il les met. Je sais pas si c'est dû à un calendrier très facile des Kings. Oui. Non, mais on est d'accord. On est bien d'accord. Mais là, dans l'absolu, il les met. Lonzo, le souci, c'est que là, pour l'instant, il tire quasiment 4-3 points. Et quand ça rentre, ok, ça enfile, ça enchaîne, c'est bien. Quand ça rentre pas, c'est pas bon. Et là, qu'est-ce que tu veux faire? Quand il te sort un match à 3 passes décisives environ, quelques ballons perdus, voilà, une défense entre guillemets moyenne, pas forcément de style, même pas forcément d'assises défensives tout court en 1 contre 1, et que derrière il finit à 4 points avec un 2 sur 7 au tir et un 0 sur 5 à 3 points, qu'est-ce que tu peux dire en fait? Qu'est-ce que tu peux dire franchement? C'est voilà. Moi je vais rajouter une difficulté que je lui vois dans le roster actuel des Lakers, c'est que c'est par rapport aux pivots. En fait, il a 2 pivots qui sont traditionnels et qui aiment bien poser un écran et poser un écran avec contact, que ce soit Maggie ou Chandler. Et mine de rien, il est pas vraiment habitué à jouer ce type de pick and roll là, où quand tu as donc ce pivot qui fait le contact au lieu de slip l'écran, ça lui laisse globalement souvent ça lui laisse comme option le tir en mid-range ou alors attaquer le cercle. Et le problème c'est que ce sont 2 tirs qu'il n'a absolument pas dans son arsenal actuellement. Il est toujours en délicatesse avec sa finition. Ça c'est vraiment, moi c'est vraiment mon souci principal avec lui. Et le fait qu'on a dès que tu romps un petit peu ce schéma-là et qu'on retrouve, tu vois, ce pick and roll où le big va slip l'écran et ça va lui permettre d'accélérer le jeu en kickant sur l'aile, puis après lui-même en revenant sur l'aile, puis en permutant et en réaccélérant sur notre passe avec un renversement de jeu, ça c'est son jeu à lui. Et la manière dont on joue le pick and roll actuellement, c'est pas fait pour qu'il s'exprime à fond. Moi, c'est une piste si tu veux que je lance. Donc, moi, je m'interroge sur le fait pour qu'on retrouve le Lonzo qui était le Lonzo l'année dernière, est-ce qu'on ne devrait pas lui refaire un line-up spécialement pour lui, tu vois, avec alors c'est vrai qu'il faudrait un 5 qui soit autre que Maggie et Chandler, mais en tout cas clairement tu vois avec Ingram, Kuzma, Hart et un 5e mobile pour retrouver, tu vois, un 5 qui va jouer beaucoup à l'énergie en attaque, beaucoup sur des déplacements et qui aime bien shooter. Moi, c'est une interrogation et un truc que j'aimerais bien revoir parce que c'est dommage que les gens se focalisent sur le fait que il tire pas, les productions, Regardez les séquences où on retrouve ça, notamment. Alors, si vous devez regarder ça, et pourtant les gens vont dire c'est pas son meilleur match, mais regardez son 3e quart-temps contre les Kings. C'est et notamment à ce que je viens de dire là, à 6 minutes 12 même du 3e quart-temps, c'est ça le Lonzo qu'on voyait l'année dernière, et il suffit juste de lui redonner un petit peu un line-up adapté et on pourra à nouveau capitaliser sur son talent. Ouais, et puis le sortir de ce rôle, comme vous disiez, de premier shooter, parce que comme j'avais pu le citer à un moment donné, Lonzo en fait était le seul catch and shooter efficace à 3 points dans le 5. Et donc évidemment que quand t'as LeBron qui a la balle dans la main, si te faut un catch and shooter, ça va tomber sur Lonzo. Rajoute un vrai arrière avec Josh Hart par exemple. J'en reviens sur mon 5, mais rajouter Josh Hart permettrait à Lonzo justement de se sortir de ce rôle de free and D comme tu disais, et de retrouver un peu un rôle de second créateur, parce que je pense qu'on a, comme tu disais, il est beaucoup plus efficace dans ce rôle-là. On a l'effectif pour le faire, mais je pense qu'on met pas la bonne line-up pour lui permettre d'exploiter ne serait-ce qu'un minimum de son talent.
Il faut, tu vois, là où il s'exprime, c'est quand tu as des micros espaces qui sont créés avec un peu de mouvement ou une passe rapide. Et sur le jeu placé tel qu'on le pratique aujourd'hui, c'est pas là où on arrive à le faire. Regarde à nouveau les passes qu'il fait hier contre Atlanta, et c'est éloquent. Hein. C'est juste, tu fais payer le moindre espace laissé par la défense. Mais c'est soit de la transition, soit du early offense, soit sur une séquence un peu bizarre où d'un coup tu vois la défense adverse s'est écroulée, mais c'est pas sur du pick and roll classique. Ouais, et puis en plus il est assez bon sur le drive and kick. Globalement il arrive à repérer les joueurs libres, etc. Il est fantastique sur le drive and kick. On aurait pu s'imaginer s'il avait même un grand capable de pop plutôt que de roll à chaque fois, créer vraiment des vrais problèmes quoi. Genre à la défense adverse. Par exemple, genre Brook Lopez, voilà. Oui. Absolument. Donc c'est sûr qu'un popper l'aiderait beaucoup, à mon avis, déjà parce que je pense qu'il a empilé un paquet d'assists grâce à Brook Lopez, sans revenir forcément toujours au stats, mais il l'aidait beaucoup. Et puis là je pense qu'on paye un peu notre problème de spacing pour le coup vis-à-vis de Lonzo, parce que Lonzo lui c'est quand il a de l'espace comme tu disais et des petits espaces qu'il excelle véritablement. Et là, tu l'incites à attaquer le cercle dans le trafic, et ça marche pas pour l'instant. Et c'est ce qu'il sait le moins le faire en plus. C'est ce qu'il sait vraiment le moins bien faire. C'est dommage. Cela dit, malgré les soirs sans et vraiment sans où il peut te lâcher 6 briques à 3 points et 2 airballs, mine de rien, il est à 36% à 3 points, ça reste dans la oui, ça reste honorable. Ça reste honorable. Plus convenable que l'année dernière à 3 points en tout cas. Absolument. Et puis, vas-y. Personne ne relève les pourcentages à 3 points de Kyle Kuzma, mais voilà, faites, allez-y. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair que Lonzo 36% en tirant quand même 4,5 par match, c'est quand même honnête, quoi. C'est pas ouf, mais c'est honnête. Et puis tu vois quand même qu'à la passe, il tourne toujours à 5 passes décisives en jouant très peu, parce qu'il faut quand même avouer à sa décharge qu'il joue pas les quatrièmes cartons. Et ça, je pense que ça va pas forcément en sa faveur, tu vois. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui nous mentionnait un peu sur Twitter, on discutait un peu avec lui, ils en parlaient un peu entre eux, du fait que c'est bien qu'il ait Rondo comme concurrent direct pour l'aider à élever son niveau de jeu, pour entre guillemets le pousser à faire mieux. Moi là, tout ce que je vois aujourd'hui, c'est pas que Rondo tire Lonzo vers le haut. Tout ce que je vois, c'est que Rondo graille les minutes de Lonzo, surtout sur les quatrièmes cartons, et pas forcément justement d'ailleurs. En tout cas, à mon humble avis, tu vois. Du coup, c'est un problème. Ça c'est un problème. Alors je sais pas s'il est fatigué, s'il est blessé. J'arrive pas à comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles des fois tu le vois jouer 21 minutes sur un match entier. Mais c'est un problème, clairement. Moi je suis d'accord sur le constat avec Rondo, c'est pas une concurrence saine, et c'est pas dans le sens où c'est pas une concurrence qui lui fait du bien. Alors absolument pas. Qu'on me comprenne bien, je suis pas ici pour bâcher Rajon Rondo. On est dans une maintenant un objectif du win now pour LeBron James, c'est évident. Donc si Rajon Rondo nous aide à gagner des matchs plus que Lonzo, c'est d'accord, il faut que Rajon Rondo soit sur le terrain. Mais le fait que lui-même n'est pas non plus extrêmement irréprochable. Hein. Non, c'est sûr. Hier par exemple. Hier, c'est toute la second unit, mais et Rondo dedans qui font n'importe quoi et qui te plombe le début du quatrième carton. Mm-hmm. Et puis Rondo de l'autre côté du terrain, il t'en coûte pas mal aussi des points. Ouais, c'est sûr. En fait, en réalité, là sur le match contre les Hawks, par exemple, pour que tu reviennes dessus, tous les runs qu'on s'est mangés, hormis le tout premier du match où on démarre à 0-9. En fait, on se les a mangés avec la seconde unit quand il y avait Rondo sur le terrain. Je sais pas. C'est pour ça que c'est quand même oui. Et tu vois, et quand Lonzo ne joue pas le quatrième carton, je dirais que c'est même pas sa faute à lui. C'est juste qu'il est victime du contexte du match. C'est-à-dire que quand la second unit donc menée par Rajon Rondo fait un bon run, donc il y a le momentum qui est avec le banc, et Walton dit, je peux comprendre le choix de Walton, dit on va continuer avec les gars qui ont créé le momentum et qui sont bien chauds, et c'est avec eux qu'on va finir le match. Mais c'est pas parce que l'autre sous-performe, c'est juste parce que il est pas dans le bon line-up au bon moment. Et puis même, c'est sûr. Puis tu parlais de stats bruts, il tourne à peu près 5 passes décisives, 4,9 par match, et seulement 1,6 ballons perdus. Ça reste quand même hyper honorable. Je veux dire, pour un mec qui joue pas beaucoup et tout, ça reste très très propre, tu vois. En 25 minutes. Non, mais c'est. Tu vois, c'est supposé être ton
ton meneur du futur, tu vois, ton leader de 25 minutes. C'est ce que tu lui donnes. Ouais, 25 minutes. Non, mais oui, moi, c'est vraiment un sujet qui me taraude un petit peu. L'année dernière, il jouait 34 minutes quand même par match. Là, il en perd 9. Je sais pas ce qui s'est passé. Je le trouve pas moins bon que l'année dernière. Au contraire, je trouve qu'il progresse, moi. Donc, je sais pas. Après, il y a la défense. Offensivement, j'allais dire, il a forcément progressé par rapport à l'année dernière, mais défensivement, il a régressé un petit peu, oui. Ouais, il est dans le dur. Plus qu'un petit peu, il fait des séquences intéressantes et même en début de saison, surtout quand il est revenu, qu'il avait sa place à trouver. Mais en tout cas, au niveau des stats avancées, c'est pas très très glorieux cette saison pour Lonzo. Et alors là aussi, ça va certainement bouger dans le futur, mais pour le moment. Quand tu vois par exemple une stat comme le PIPM et le defensive PIPM, là où il était élite l'an passé, limite c'était le meilleur meneur dans la catégorie. Là cette année il s'effondre. Et alors là encore une fois, c'est comme en attaque, je vais émettre l'hypothèse que d'avoir des pivots qui ne sont pas capables de switch, ça le handicape beaucoup sur le pick and roll. C'est pas un truc sur lequel il acceptait volontiers le switch, et là où je le trouve toujours très bon en défense, c'est quand c'est sur les rotations. Il est souvent très très dynamique sur les permutations et sur vite couvrir un autre gars. Et là, quand il doit passer sous l'écran ou sur l'écran, je sais pas, je le sens un peu moins tranchant, un peu moins confiant, souvent débordé. C'est pas son kiff. Hein. Non. Cela dit, il a Kyle Kuzma pour switcher. Tout le temps. Mon Dieu, aïe. Ça c'est effrayant. Ah oui, et un point comme sur la défense, parce que voilà, j'entends et surtout des Mongoliens là, qui suivent les Sacramento là, qui disent De'Aaron Fox a encore enfoncé Lonzo Ball. Regardez le match hier, il ne score que 2 points sur Lonzo, sur la vingtaine ou les 18 points que score De'Aaron Fox, il n'y en score que 2 dessus, et encore la défense est bonne parce qu'il reste en face et que Fox sort un très très gros tir avec la planche. Donc voilà. Mais les gens regardent pas les matchs, hein. La majorité des gens qui chient sur Lonzo, je l'ai quand même remarqué, regardent pas les matchs, que ce soit les fans des Lakers qui chient sur Lonzo ou que ce soit les fans d'autres équipes qui chient sur Lonzo. La plupart ne le regardent pas jouer. Sincèrement, il suffit de le regarder jouer quand même pour te rendre compte que c'est quand même un prodige. Tu le vois sur chacune de ses prises de balle, et même en défense, tu sens quand même qu'il a ce coffre. Et bon, cette saison c'est pas encore ça, mais enfin on l'a vu l'année dernière, il est capable de faire de grandes choses, et moi j'ai pas de doute sur le fait qu'il revienne là sur cette saison. C'est pas Kuzma quoi. Kuzma, tu sais qu'il va souffrir. Voilà, c'est ça. Tu sais que ça va être une boucherie. À chaque fois, tu sais que ça va être une boucherie. Bon, on va pas trop parler sur Kuzma parce qu'après on va dire que tu l'enfonces. Ouais, mais je recherche un commentaire là sur Twitter, qui disait que Lonzo était surcoté et qu'il faisait des passes qui étaient trop basiques. Ouais, je l'ai vu celui-là. J'ai pas voulu répondre parce que bon, surtout qu'en plus sur l'extrait que j'ai posté là sur les actions de Lonzo d'aujourd'hui, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient faciles. Franchement, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient faciles. Sur les 11 assists, on en voit probablement 8 ou 9 là dans la vidéo, dans l'extrait vidéo. De'Aaron Fox, il est pas capable d'en sortir la moitié, hein, ces passes-là. Je préfère le dire quand même parce que non mais oui, c'est évident, mais il faut quand même le rappeler. Enfin bref. Regardez la création de De'Aaron Fox contre les Lakers. Hein. C'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. Mais puis là, je pense qu'il a aussi pas mal bénéficié de Kings en pleine bourre. Bref, on va arrêter de faire les haters et on passe au sujet suivant éventuellement. On passe sur la suite. On part sur les pronostics, messieurs. Allez. Est-ce que quelqu'un a le bilan de la semaine dernière? Comment ça s'est passé? J'ai pas suivi. Oui, je l'ai le bilan. Je l'ai. Alors Nas et moi-même, nous sommes excellents dans les résultats. Nous avons 5 points. Ouais. Et alors l'autre, je sais plus comment il a fait. Donc on rappelle, vous avez fait 4. Il reste convenable. Et ça fait, moi j'avais parié sur un 5-1, et finalement le 5-1 est passé sur tous les matchs que j'avais prédits. Donc oui, ça fait Clément qui fait donc le jackpot, 6 points, et suivi de Nas et moi-même, 5 points. Ouais, 5 points effectivement. Et là donc on repart sur 6 matchs. C'est ça. Allez, c'est parti. On sort la feuille, tic-tac-toc. Oui. Hop là. Qui veut commencer? Portland. Ouais, réception Portland. À la maison. À la maison. Pour moi, on va le gagner celui-là. Adrien? Allez, on le perd. On le gagne. Allez, on le gagne. Allez, comme ça, la dynamique, la 4e victoire d'affilée, ce serait cool. Ensuite, à Orlando. Ouais, match bizarre. On le gagne pas, celui-là. On le gagne. On le gagne. Allez. Je suis vachement optimiste. Les divergences, c'est parti. À Miami.
Oh, on va les soulever à Miami, je pense. Pour moi. Adrien? On le perd. Ah, on le perd aussi. Putain. Ok. Non, mais car en fin de semaine prochaine, je pense. Ouais. Je prends juste le choix inverse de Nas, tu vois. C'est qui tout double. Bah, super. Ensuite, déplacement à Cleveland chez Jordan Clarkson. Non, on gagne quand même. Ah, on gagne celui-là quand même. Allez, on gagne. Non, il faut se respecter là quand même. Ouais. On va voir qu'on va le perdre, on va se faire soulever dans les commentaires. Il en reste encore un. Ah, il en reste deux encore. Utah. 2. Ah putain. Ah, victoire parce que c'est personnel. Utah. Tu le sais. Flash de tenter avec Sum. Allez, moi je dis victoire aussi pour Utah. Victoire aussi. Et après, réception de Orlando. Allez, victoire. Ouais. Ok. Ah, puis ce sera un dimanche en plus à 9h30 pour une fois. Celui-ci. Je refais un 5-1, c'est incroyable. Mais c'est clair, je regarde ça, mais remarque Nas aussi. Hein. Ouais, moi aussi. 4-2 pour Adrien et 5-1 pour Nas. Ouais. Bon, ben rendez-vous dans 2 semaines pour voir qui s'en approche le plus. C'est ça, hein. C'est ça. Messieurs, on finit rapidement avec un top flop. Allez. Qui veut commencer par les tops? Allez, le top, je démarre. Tyson Chandler, allez, hop, comme ça c'est dit, comme ça c'est fait. Non, franchement, à part ça, un petit mot, très content de son début. Comme l'a dit Adrien sur le compte, et même on en parlait un peu entre nous, faut pas oublier qu'au périmètre, voilà, c'est pas vraiment ça. Mais en tout cas, pour ce qu'il a fait jusqu'ici, en fait, j'en attendais même pas le quart, honnêtement. Donc, je suis assez bluffé. Pourvu que ça continue, pourvu que ça dure. En fait, faut quand même signaler que c'est un joueur qui tourne avec nous à 40% au field goal percentage et il y a 25% au lancer franc. Oui, non, mais il y a une petite marge de progression malgré tout. Hein. Non, mais ouais, carrément. Ça allait être un peu mort, mais défensivement, il en est un plus, il fournit un peu plus que ce qu'on était en droit d'attendre. Ouais, puis c'est un gros bon offensif cette nuit quand même. Hein. C'est un gros bon offensif, c'est quand même pas mal. Bon, c'est sa spécialité. Et j'ai oublié 2,3 aussi turnover par match. Hein. C'est pas mal. Ça, c'est quand même assez horrible. Il te fait l'intégrale des fautes offensives. T'as tout. Hein. Je te pousse, écran illégal. C'est comme ça. C'est tout le package, hein, malheureusement. Seconde. Il y a pas de Adrien. J'en ai pas, je sais pas de quoi ça veut dire comme top. Tu m'as pris Chandler, c'est le seul aussi que j'aurais. On avait tous parlé sur Chandler en fait. Qu'est-ce que tu veux dire sur le reste? Non, le top, ouais, c'est le bilan, voilà, c'est tout. Ouais, le bilan, ouais. Bah, Josh Hart, sinon, pour moi aussi, j'aurais pu prendre le top. Pardon. Josh Hart. Je dis juste le bilan collectif. J'ai vraiment pas une individualité à sortir de cette semaine. Non, mais ce qui est quand même assez marrant avec Josh Hart, c'est que depuis qu'on l'a récupéré la saison dernière, le mec, il était potentiellement top de chacun de nos podcasts, quoi, depuis le début de la saison, depuis le début de nos podcasts, carrément. Ouais. Donc c'est et assez là, sur les impressionnant. 6 matchs, beaucoup plus irrégulier au scoring, mais il finit ces 6 matchs avec 10 points à 47%, donc 46% à 3 points. C'est 87% lancé, voilà. Non, mais super clean, quoi. En défense, on avait pointé du doigt sa défense au périmètre qui était loin d'être exceptionnelle, donc il y a toujours du taf, mais on se rapproche de quelque chose qui est un peu plus intéressant, je trouve. Donc on verra pour la suite. Bah écoute, regarde, Walton il a fait confiance face à Trae Young. Ouais. C'est la dernière possession, il sort carrément tous ses meneurs, il dit allez, vas-y Josh, il est pour toi. Les flops, messieurs, qui veut commencer? Vas-y. Merci. Ouais. Alors écoute, je vais vous faire encore un choix bien merdique, mais je vais mettre un flop à Magic pour ne pas avoir forcé Luke Walton à engager de nouveaux assistants. Parce que on pouvait dire que ça allait mieux après les matchs des Kings, mais vu ce qu'on a vu hier face aux Hawks, il est vraiment impératif qu'on règle cette histoire de système des deux côtés, parce que là, non, c'est pas ça. Ouais, non, il faut. C'est vraiment pas ça. Là, il faut step up. Et donc, si ce staff-là n'est pas capable de s'améliorer tout seul, à ce moment-là, il faut engager du monde. Donc, Magic, vas-y, va au bout de tes idées et prends-nous un ou deux gars. Non, et puis c'est sûr qu'en plus, si t'arrives à mettre à mal finalement que la défense des Kings, tu vas pas aller bien loin dans cette ligue, hein. Faut quand même bien le dire. Nas? Moi, c'est dur, hein. Beaucoup de mal à choisir. J'aurais tendance à dire KCP, tu vois. Mais bon, c'est vrai qu'on l'a quand même pas mal taillé le bourg. Non, allez, je vais dire Lance Stephenson.
Ouais, et surtout vous êtes sévère parce que je trouve que KCP il recommence un peu à rentrer ses 3 points, tu vois. Oui, au scoring dernièrement, il était pas dégueu, c'est sûr. Tu vois, borderline top de la semaine, tu vois. Borderline. Ouais. Non, mais ouais, on va dire Lance Stephenson. Alors, flop. Bah là, t'as pas beaucoup d'options. Mais si. Ingram, peut-être, non? Non, je vais partir sur Luke Walton. Alors, pas pour le coaching, etc. Enfin, pas pour la stratégie, etc. Comme tu as expliqué, Adrien, il n'est pas le seul responsable, mais on en a déjà parlé. Mais pour un petit fait de jeu, donc j'étais assigné au live tweet face à Toronto. Ah bah. Et quand tu arrives à perdre donc à 5 minutes de la fin, je crois qu'on était à moins 19. Et qu'il remet les joueurs, alors que moins 19 en 5 minutes, tu peux avoir la meilleure attaque de la ligue, ça passe pas normalement. Dans ces eaux-là, si t'es pas à 6 ou 7 points derrière, c'est mort. Si, tu peux avoir les Lakers en face de toi. Oui, c'est ça. Voilà. Et du coup, on avait Maurice Wagner qui attendait patiemment sur le banc, prêt à avoir ses premières minutes, et j'étais dégoûté. Même moi, alors que je suis fan de Michigan State et que lui il est de Michigan, même moi j'étais dégoûté de pas le voir au moins choper 2-3 minutes pour marquer enfin son arrivée en officiel. C'est clair. Il a toujours pas foulé le terrain officiel en saison régulière. Bon voilà, en espérant que ça vienne, un de ces 4. Ouais, puis on aurait pu mettre un flop sur toute l'équipe des Lakers qui ont encaissé le carton le plus violent de l'histoire de la franchise contre Toronto aussi. 42 points, c'est une belle performance et je tenais à les applaudir. Serge Ibaka, bravo à l'équipe. On avait Lowry et Serge Ibaka en face. Ils nous ont fait la leçon. Ouais. C'est notre seul blowout pour l'instant de la saison, mais il est beau, hein. Celui-là on a vu par Serge Ibaka. Je sais pas si le pire c'est de te faire éclater ou si c'est de te faire éclater par Serge Ibaka, sincèrement. Je sais pas vraiment quel est le pire, quoi. Je sais même pas éclaté, il était à 100%. Je crois qu'il a raté son premier tir au bout de 12 shoots. C'est un truc comme ça. C'est incroyable. Incroyable. Serge Ibaka. Enfin bref. Bon, messieurs, un mot de la fin? Allez, un petit mot de la fin rapidement. Comme d'habitude, merci à ceux qui nous écoutent. C'est vrai qu'on fait pas des millions de vues, mais enfin bon, pour ceux qui nous écoutent, etc., qui sont fidèles entre guillemets à notre podcast, ça nous fait toujours plaisir de les enregistrer pour vous. Et en espérant que ça continue et que notre podcast ait toujours un peu de succès. Je vais me renseigner de mon côté si c'est pas possible de les mettre sur Spotify éventuellement pour faciliter un peu tout ça. Parce que j'ai vu qu'il y a des solutions, à voir si c'est gratuit, à voir si c'est payant, comme on ferait pour financer tout ça le cas échéant. Mais en tout cas, voilà, merci à tous. Adrien. Oui, peut-être 2 choses. La première, c'est regarder la J-League. si vous avez rien à faire de vos dimanches matins comateux, allez sur Facebook et regardez un petit replay de J-League uniquement pour Isaac Bonga. C'est ça fait du bien. Et ensuite, il y aura peut-être une petite actu dans la semaine sur le compte où j'aurai un questionnaire à vous faire remplir. Donc voilà, on se retrouve sur le compte pour tout ça. Et moi, je vais juste rappeler qu'on est à 7-6. On est en playoff. C'est ça. Attention Warriors, du coup. On va chercher le record. Allez les gars, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.